Elle a attendu 2 saisons entières. 2 saisons de trahison, de deuil, de guerre perdue depuis ses appartements. Et quand le moment arrive enfin, quand Port-Réal tombe, quand les Gold Clock déposent les armes, quand le trône de fer est à portée de main, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête parce qu'elle vient d'enterrer son fils. L'épisode 2 de la saison 3 s'appelle Queen's Landing. C'est à la fois une victoire et un piège, une conquête et un deuil. En 68 minutes, House of the Dragon accomplit ce que 2 saisons entières avaient promis sans jamais le livrer. Alors installez-vous. Aujourd'hui, on décortique tout. Je vais te dire pourquoi tu es là. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez. Notre grande guerre est spirituelle. Je sais qui je suis. Je vois des gens qui sont morts. Une nouvelle ère a commencé. Tu ne m'arrêteras pas. Silence! Quel est ton nom? Le roi des mauvaises blagues. Et comment que c'est moi? Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Commençons par ce qui fait le cœur de cet épisode, les personnages, car c'est là que tout se joue dans un épisode de transition comme celui-ci. La scène d'ouverture est brutale dans sa retenue. Rhaenyra, libérée de ses appartements où Jacques l'avait enfermée pour la protéger, court vers son fils. Et ce qu'Emma Darcy fait dans ce moment est sidérant. Elle réprimande Jacques comme s'il pouvait encore l'entendre. Qu'as-tu fait, Jacques? Comme si le simple fait de le gronder suffisait à nier l'évidence. Ce déni, cette phrase absurde adressée à un cadavre, en dit plus sur l'état de Rhaenyra que n'importe quel monologue. C'est du grand jeu d'actrice. La performance est d'ailleurs largement saluée par la critique et les fans. Mais voilà, le paradoxe avec son arc dans cet épisode, c'est le fait que malgré le deuil, l'opportunité est trop grande. Aegon est enfui, Aemon a quitté la capitale, le trône de fer est vide. C'est Daemon qui va la remettre en selle, lui demandant si elle va laisser la mort de ses fils être vaine. La reine n'agit pas seule, elle est encore poussée. Et ça, pour son arc de protagoniste, c'est un problème qui persiste. Avant de quitter le conflant, Daemon a une dernière conversation avec Alice Rivers. Elle réclame Harrenhal comme une récompense pour son aide. Daemon reconnaît son utilité, mais refuse. Alice le met alors en garde. Il ferait mieux de ne jamais revenir sur cette terre. Rentrez chez vous, Daemon. Et ne revenez jamais. Ce qu'on voit dans cette scène, c'est Daemon dans toute sa complexité. Il n'est pas sûr de ce qu'Alice a vraiment fait pour lui, ni de ses intentions réelles. Et quand il apprend qu'elle a ordonné à Hulk et Ulf de rentrer à Pierre Dragon, il réalise qu'elle les a tous manipulés. Matt Smith porte cet épisode avec un charisme qui dépasse la simple performance. Chaque regard, chaque silence, chaque condescendance légère, tout est calibré. Il est le moteur narratif de l'épisode depuis le début et cette saison ne fait que le confirmer. Parlons de Alice Rivers. Pourquoi veut-elle Harrenhal? Alice rappelle à Daemon un avertissement répété depuis la saison 2. Il mourra à Harrenhal. Elle connaît l'avenir, ou prétend le connaître, et Harrenhal, ce château maudit, semble être le centre de sa prophétie, de son pouvoir, de son projet. Daemon part sans lui accorder le château. Alice est donc éconduite par un second Targaryen en l'espace de quelques jours. Et c'est là que la dynamique bascule. Aemon arrive à Harrenhal, massacre les hommes présents, tue Sir Simon et ses fils, mais ressort blessé. Effondré au sol, il supplie Alice. Réfléchissez à ça. Aemon est arrivé en conquérant, porté par Vhagar et son orgueil. Il finit presque rampant face à la femme que Daemon a méprisée. La déception vis-à-vis de Daemon a-t-elle changé ses intentions? Va-t-elle soigner Aemon par calcul pour créer un levier contre les Targaryens qui l'ont ignoré? C'est la question la plus brûlante pour la suite. Corlys Valerion a survécu à la bataille du Gosier. Il est retrouvé par Aline et Adam après avoir été porté disparu par le chaos naval. La maison Valérien est en déclin, ils ont perdu Jacques. Sa survie est peut-être un soulagement, mais le prix payé par sa famille reste dévastateur. Quant à Alicent, elle a trahi les siens pour tenir sa promesse. Elle a ouvert les portes, elle a livré la capitale, résolue à fuir.
mais finalement rattrapé, puis conduit devant Rhaenyra. Le sol de la salle du trône couvert du sang de son père, et ce visage serré de Rhaenyra. L'évolution des personnages pose les bases, mais ce qui rend cet épisode exceptionnel, c'est aussi son côté scénaristique. L'épisode s'ouvre dans le silence après l'explosion, aucune musique héroïque quand Rhaena retrouve le corps de Jaqen, juste le bruit du vent, des pas et le silence d'un cadavre. La mise en scène de la prise de Port-Réal joue sur les contrastes. L'entrée dans la salle du trône est spectaculaire. Ici, la caméra ne triomphe pas, elle observe. Presque soumis au poids du moment, le symbolisme visuel est omniprésent. Des chenilles sur les fleurs hors saison annoncent la métamorphose de la capitale. Le passage du vert au noir. Et ça, c'est de l'écriture visuelle. Le genre de détail qu'on remarque au deuxième visionnage. L'utilisation de la lumière aussi, pour séparer les deux mondes. Harrenhal baigne dans une obscurité verdâtre, presque organique. Port-Réal, elle, oscille entre la flamme chaude des couloirs du donjon rouge et la lumière froide, clinique du trône de fer. Une reine qui conquiert dans la lumière, mais gouverne dans l'ombre. Aegon est en fuite, Aemon entre les mains de Alys Rivers, Rhaenyra est sur le trône, et Alysanne face au corps sans tête de son père. Alicent et Rhaenyra vont-elles enfin accepter que le point de non-retour avait déjà été consommé? Que nous réserve la naissance du tandem Alys Rivers et Aemon pour les événements à venir? Quant à la réponse, je veux la lire dans vos commentaires.